Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver parmi vous, chers partenaires de la presse, pour cet échange qui me permet de vous informer et d'informer la population sur la mission de la MINUSCA en soutien aux efforts nationaux. Ce 17 août 2022 m'offre également l'occasion d'aborder mon action en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, 4 mois jour pour jour, depuis mon arrivée en République centrafricaine le 17 avril 2022. À cet effet, je voudrais partager sous forme de bilan ou sous forme d'information 3 priorités de notre mandat sur lesquelles je me suis particulièrement consacrée au courant des 4 derniers mois, avec l'appui du leadership de la mission, du personnel civil et du personnel en uniforme de la mission. La première priorité porte sur le soutien au gouvernement centrafricain, aux autorités centrafricaines, pour la réactivation et la revitalisation du processus politique de paix en Centrafrique. Ceci dans le cadre de mes efforts de bon office et dans le cadre, bien sûr, de la priorité de notre mandat. Ce processus unique qui a bénéficié de l'appropriation totale et a été conduit par les autorités nationales a connu un moment fort avec la tenue le 4 juin 2022 de la revue stratégique du processus politique et de paix en Centrafrique qui a été organisée par le gouvernement avec le soutien des partenaires de la sous-région et avec le soutien de la MINUSCA. Cette réunion a réaffirmé ce processus unique qui est un processus conduit et coordonné par le gouvernement centrafricain sous la coordination du Premier ministre et sous la présidence effective de son Excellence le Président de la République. Un nouveau pas important a été franchi au tout début de ce mois, le 3 août, avec la tenue de la première réunion de coordination après la revue stratégique du 4 juin. Cette réunion, qui a été présidée par le Premier ministre et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, a notamment approuvé un chronogramme d'opéralisation de la feuille de route conjointe pour la revitalisation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Il me plaît ici de rappeler que nos efforts et appuis multiformes aux institutions gouvernementales, qui sont celles qui sont basées à Bangui, mais aussi aux populations, aux institutions locales, se poursuivent dans les différentes avancées des différentes composantes. Bien sûr, il y a des composantes sur lesquelles nous entrevoyons et j'entrevois des possibilités de progrès que nous pourrons rapporter à la prochaine revue trimestrielle. Ces possibilités de progrès sont essentiellement dans le domaine du DDRR, dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité, dans le domaine de l'engagement avec les leaders des groupes armés, mais aussi d'un engagement plus fréquent avec les leaders de l'opposition démocratique, de la centralisation et extension de l'autorité de l'État, tout cela en préparation, comme je l'ai dit, de la prochaine revue stratégique trimestrielle. Je voudrais ici rappeler l'implication importante et essentielle, il faut le dire, de la sous-région. Et par la sous-région, essentiellement, j'ai à l'esprit la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine, ainsi que tous les partenaires bilatéraux qui sont représentés ici en République centrafricaine. Leur participation et leur soutien au processus politique de paix qui est conduit par la République centrafricaine reste essentiel dans l'atteinte des résultats. Une deuxième priorité à laquelle je me suis attachée au courant des 4 derniers mois et dont je me souviens, j'avais eu l'occasion de vous parler déjà lors de notre première rencontre au courant du mois de mai,
en vous disant que cela allait être une priorité première de mes premiers mois ici, concerne la nouvelle posture proactive et préventive de la MINUSCA dans son mandat de protection de population. Pour rappel, le 10 mai dernier, j'ai procédé au lancement à Bambari, aux côtés du chef d'état-major des forces armées centrafricaines et des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale, au nouveau mode opératoire de la force qui se caractérise essentiellement par le réajustement de la posture des forces de la MINUSCA et la conduite d'opérations conjointes avec les forces armées centrafricaines, les forces de sécurité intérieure, partout où cela demande notre intervention, mais essentiellement aussi sur la base d'informations fiables sur des menaces imminentes. L'objectif ici étant, tant que possible, d'intervenir avant que des exactions massives ne soient posées auprès des populations, plutôt qu'intervenir après que les exactions massives aient eu lieu. Ces opérations ont clairement un impact positif sur la libre circulation des populations. Permettez-moi de revenir, avant de parler de l'impact, permettez-moi de refaire un rappel qu'après la localité de Mingala et ses environs, avec le déploiement de la force et de la police, ces environs, je pense à Boukoulbou et d'autres environs, la MINUSCA a maintenu cette posture proactive et préventive avec des opérations de la force et de la police à Wandajale, dans la préfecture de la Vakaga, à Bakuma également, dans le Boumou. À cette liste, il faut désormais ajouter depuis cette semaine, Samouandja, avec l'arrivée de nos casques bleus à Samouandja pour protéger les populations. Et je suis heureuse de vous reporter que la situation à Samouandja est calme au moment où nous nous retrouvons ici. La population et les autorités locales ont d'ores et déjà salué l'intervention de la force, dont l'objectif est de faire de Samouandja une ville, véritablement, qui n'est plus une ville sous le contrôle d'armes et de groupes armés, d'actions armées. Dans les tout prochains jours, le préfet avec d'autres autorités, engageront les populations locales de Samouandja, se rendront sur place pour engager les populations locales et les rassurer sur la situation sécuritaire. Pour ma part, je réaffirme ma détermination à utiliser toute la latitude du mandat de la MINUSCA et l'autorité qui m'a été déléguée pour maintenir cette posture dans la durée et pouvoir exécuter d'une manière différente, d'une manière qui nous permet de réduire véritablement l'intensité et le volume des exactions aux populations et de créer un environnement qui est un environnement propice à des discussions politiques, qui est un environnement propice au dialogue, à des négociations politiques et à des recherches de solutions politiques plutôt que des recherches de solutions qui sont imposées par les armes. La troisième priorité sur laquelle j'ai passé quelque temps au courant de ces 4 mois porte sur l'interaction avec les populations dans les différentes préfectures. Je n'ai pas eu l'occasion de les visiter encore toutes. Cependant, je me suis fixé dès le début de mon mandat comme priorité d'aller à la rencontre des populations, là où elles vivent, pour les écouter sur les défis auxquels elles font face, mais au-delà des défis auxquels elles font face, les solutions que les populations elles-mêmes proposent à ces défis. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que les solutions étaient véritablement des solutions qui étaient informées par les réalités et le vécu de tous les jours. Je voudrais ici
vous faire part de ce que je tire de ces interactions qui m'ont conduite à Bambari, où j'ai eu l'occasion d'aller à Bambari, mais j'ai eu également l'occasion d'aller à Bria, j'ai eu l'occasion d'aller plus récemment à Bossangoa, et très bientôt, j'irai également, dès le début de la semaine prochaine, je me rendrai également dans l'ouest du pays. Ce que je retire de ces différentes interactions, de manière tout à fait candide, que je veux partager avec vous, c'est que la décentralisation est urgente. La décentralisation des services est urgente. Il est vrai qu'il y a eu une étendue importante de l'autorité de l'État. Il y a désormais la présence de l'État dans plusieurs préfectures, dans plusieurs villes, et la présence de par les représentants des différentes institutions, des différents secteurs. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est d'ajouter à cette présence les services. C'est de pouvoir avoir les services de base que sont la santé, que sont l'éducation. C'est de faire en sorte que la décentralisation soit pleine de sens pour les populations. Décentralisation, oui, de l'autorité, mais décentralisation également des services et des moyens. C'est ce que je retire comme urgence. Cette décentralisation, qui est une décentralisation effective et qui serait une décentralisation substantielle, est essentielle à une paix durable. Une sécurité qui n'est pas accompagnée des dividendes de la sécurité, des dividendes de la paix, ne saurait être une sécurité durable, ne saurait être une paix durable, et elle conduirait à des crises qui seraient des crises récurrentes. Donc c'est ce que je retiens des différentes interactions que j'ai eues avec les populations. C'est qu'aujourd'hui nous devrons, en appuyant le gouvernement, appuyer le gouvernement plus que nous le faisons encore, mais aussi bien sûr faire le plaidoyer auprès de différents partenaires et continuer à soutenir le gouvernement afin qu'il y ait ce que j'ai défini comme une décentralisation effective et une présence effective, une présence qui se fait sentir et une présence transformative auprès des populations. La plupart de ces visites ont été conduites conjointement avec des membres du gouvernement et avec des représentants des institutions nationales. La raison pour laquelle il me semblait absolument essentiel de les conduire avec les membres du gouvernement et des institutions nationales est un rappel aussi dans les faits, un rappel que je fais couramment, que je ramène couramment auprès de mes collègues. Nous sommes ici en accompagnement de l'autorité nationale, en accompagnement de la Centrafrique, des institutions centrafricaines, en accompagnement des populations centrafricaines, mais jamais, même là où les capacités sont très limitées, jamais dans la prétention d'une substitution. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes à quelques jours aujourd'hui de la Journée mondiale de l'aide alimentaire, qui est célébrée chaque année le 19 août. Et je voudrais ici attirer l'attention sur, bien sûr, la situation humanitaire dans laquelle se trouve la Centrafrique. Une grande partie de la population continue à dépendre de l'aide humanitaire et continue à dépendre de l'aide humanitaire de manière significative. Je dois dire ici, c'est le lieu ici de remercier les partenaires qui soutiennent et qui financent l'aide humanitaire, parce que même dans un contexte aussi difficile, mondial, aussi difficile que celui dans lequel nous vivons en 2022,
Et bien dans ce contexte aussi difficile, les populations, la Centrafrique n'a pas été oubliée parce qu'au moment où nous parlons, 65% du budget qui a été recherché, le budget humanitaire, 65% a été mobilisé. Mais ces 65% ne sont pas suffisants, loin s'en faut. Et donc, c'est ici le lieu de soutenir l'appel des acteurs humanitaires afin que le financement qui reste en défaut aujourd'hui puisse être fourni afin que l'aide humanitaire puisse être apportée de manière à temps, dans les temps, et essentiellement, il faut se rendre compte que nous sommes dans un contexte où plusieurs crises sont intervenues au même moment. Oui, il y a une crise sécuritaire, il y a des crises sécuritaires dans plusieurs endroits, dans plusieurs espaces du territoire national, mais à cela, il faut aussi ajouter une crise alimentaire importante. Avec la crise sécuritaire, les populations ne sont pas capables de s'adonner à leurs activités, y compris les activités de production de produits vivriers de base. Et enfin, nous avons tous été confrontés à la crise énergétique avec la pénurie de carburant qui n'a pas épargné la MINUSCA. Nous avons dû fonctionner pendant plus de 2 mois et demi dans une pénurie extrême de carburant qui nous a demandé de réduire nos activités aussi au strict minimum essentiel. Au plan interne, à travers la sécurisation de l'accès à l'aide humanitaire, les acteurs humanitaires ont continué de bénéficier de notre soutien en termes d'escorte de sécurité, de notre soutien aussi en termes logistiques. Même dans notre période très difficile de crise de carburant, nous avons continué à utiliser le peu de carburant que nous avions pour nos opérations, à le partager avec les acteurs humanitaires pour leur permettre de maintenir leurs opérations de fourniture de l'aide humanitaire. Enfin, il faudrait également ici, il faudra discuter et travailler avec toutes les parties concernées pour pouvoir mettre en place les conditions nécessaires au retour de réfugiés et au retour dans leur communauté des déplacés. La Centrafrique, ce beau pays, est dans une situation assez particulière où le nombre de réfugiés centrafricains en dehors du pays correspond pratiquement au nombre de déplacés centrafricains à l'intérieur du territoire. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de Centrafricains qui ont vécu depuis plusieurs années dans des camps de déplacés internes. Il est clair qu'il devient difficile pour des enfants qui sont nés dans des camps de déplacés internes d'avoir un sens d'identité nationale, qui évolue dans des camps de déplacés internes, qui passent toutes leurs premières années de vie dans des camps de déplacés internes. Il est difficile d'attendre un sentiment d'appropriation et d'appartenance véritablement à une nation et à des localités ou communautés particulières. Donc, je pense que ceci est aussi un sujet qui est un sujet que je porterai en discussion, bien sûr, avec le gouvernement et les autorités compétentes du gouvernement. Il y a pratiquement le même nombre, comme je vous l'ai dit. Il y a à peu près 700 000, il y a un petit peu plus de 700 000 réfugiés centrafricains vivant dans les pays voisins environnement, et il y a plus de 650 000
déplacés internes. Donc c'est pratiquement le même nombre, et je pense que ces chiffres en soi soulèvent un défi. Enfin, je ne peux pas m'adresser à vous, mesdames et messieurs les journalistes, sans dire un mot sur la désinformation. Cette question a été abordée le 12 juillet dernier lors d'un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la communication stratégique et les opérations de maintien de la paix. Le fait qu'elle soit abordée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense en soi est un fait marquant, démontre que le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît que la communication, l'information peuvent être des outils de paix, quand bien utilisés, mais aussi que la désinformation peut être un outil d'insécurité et peuvent en réalité être des armes, peuvent servir d'armes de destruction, d'armes d'alimentation, de conflits, d'armes de discrimination et d'alimentation de la fracture sociale. Donc je pense que je veux en discuter ici. Ceci est intervenu le 12 juillet, quelques semaines, il vous souviendra, quelques semaines après mon rapport, mon briefing au Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 juin dernier, rapport au cours duquel j'avais tenu à soulever un certain nombre de faire un point sur ce que je considérais être des opportunités, ce que je considérais être des signes très positifs que j'avais observés et des progrès probants, mais aussi ce que je considérais être des préoccupations. Et l'une des préoccupations que j'avais soulevées, c'est la manière dont la désinformation et le discours de haine, mais aussi appel à la violence, continuaient à être prévalents en République centrafricaine. C'est l'un des propos que j'avais soulevés à ce moment, l'une des préoccupations que j'avais partagées avec le Conseil de sécurité au courant de mon briefing du 22 juin dernier. Je voudrais aller vers la conclusion en disant que je me réjouis véritablement de cette rencontre que nous avons régulièrement avec vous, qui êtes les partenaires des médias, pour une information réelle, pas une information dans un sens unique. Quand je reçois vos questions, en réalité, elles m'informent énormément de ce qui... je considère que vous êtes les véhicules de ce que sont les préoccupations des populations. Donc j'ai en réalité deux véhicules pour connaître les préoccupations des populations. Ce sont les visites que j'effectue sur le terrain et les entretiens que j'ai avec les populations elles-mêmes, mais aussi les conversations que nous avons avec vous. Cela est un autre conduit d'alimentation pour moi des préoccupations des populations. J'ai eu l'occasion, bien sûr, au courant de ces 4 mois aussi, de rencontrer les représentants des groupes de jeunes, des groupes de femmes. J'aurai l'occasion de dire un petit peu plus au courant de rencontres prochaines. Il y a un certain nombre de discussions, d'initiatives et de projets que nous avons discutés, mais qui sont encore en cours. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Je suis satisfaite de ce que... Je voudrais conclure en disant que je suis satisfaite de ce que nous avons pu faire ensemble au courant de ces 4 derniers mois, mais ceci ne m'aveugle aucunement sur l'énormité de la tâche qu'il reste. Je n'ai absolument aucun doute cependant qu'au vu du soutien multiforme, du soutien que j'ai reçu des populations que j'ai rencontrées, du soutien que j'ai reçu des institutions aux différents niveaux,
du soutien que j'ai reçu du gouvernement. Au vu du soutien que j'ai reçu, je n'ai absolument aucun doute que nous allons pouvoir poursuivre ces différents progrès. Je vous remercie de votre aimable attention et bien sûr, je reste ouverte à vos questions.